Bonjour, on parle d'économie sur LCM avec Emmanuel Delannoy. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Delannoy, vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut Inspire à Marseille. Peut-être déjà quelques mots pour nous présenter l'action de cet institut que vous avez créé donc dans la cité phocéenne. Oui, alors en deux mots, et comme on dit en bon français, l'Institut Inspire est un think tank, donc un centre de réflexion et d'action, si vous préférez, qui travaille sur des nouveaux paradigmes économiques, des nouvelles manières de produire, de créer de la richesse. En fait, un ensemble de paramètres, on va dire, pour faire simple. Voilà. Ok. Et donc vous intéressez notamment à l'énergie. On va en parler parce que c'est vrai qu'il y a un gros débat aujourd'hui sur les énergies dites renouvelables ou de substitution, depuis notamment l'accident de Fukushima. On sait qu'il y a même des débats politiques autour de choses comme l'EPR en ce moment. L'énergie, pour vous, ça représente quoi en fait aujourd'hui? Est-ce que vraiment il y a un risque qu'on puisse plus consommer d'énergie fossile dans quelques années? Vous avez prononcé les mots. À partir du moment où elles sont fossiles, elles sont non renouvelables, donc il y a effectivement une échéance, il y a un terme où ces énergies-là seront épuisées. Donc oui, le risque, il n'est pas pour tout de suite là. On peut avoir des risques de pénurie à court terme, pas de risque d'arrêt brutal du robinet, mais par contre, effectivement, ce serait bien d'anticiper un petit peu ce risque d'arrêt, d'épuisement des ressources. Donc, on appauvrit la planète parce qu'on est 7 milliards ou bien parce qu'on a des habitudes de consommation qui sont très, très différentes et de production qui sont très différentes de ce qui se faisait avant? Quelles sont les raisons en fait de cet assèchement, on va dire? On va dire les deux, mais effectivement c'est d'abord la consommation des plus riches parmi nous qui est en cause et pas tellement l'accroissement de la population, puisque la plupart des habitants de la planète consomment très peu d'énergie finalement. Donc sur 7 milliards aujourd'hui, on va dire qu'il y a 2 milliards d'habitants qui ont des niveaux de consommation relativement élevés, voire très élevés comme les nôtres, et les autres se contentent de choses extrêmement simples. Quand on parle d'énergie renouvelable, parfois on n'imagine pas qu'il y en a certaines qui sont à notre disposition et qu'on ne maîtrise pas forcément comme si c'était vraiment de l'énergie. On va voir une image du viaduc de Millau que vous aimez commenter en disant qu'il y a de l'énergie renouvelable dans le viaduc de Millau en fait. Alors il y a de l'énergie embarquée en tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi de l'énergie grise, puisque tout ce qu'on voit sur le viaduc de Millau, il y a 4 ingrédients qu'il faut pour faire le viaduc de Millau. Sur les 4, il y en a 3 qui sont non renouvelables et un qui est renouvelable en permanence effectivement. Donc les 4 non renouvelables, c'est, vous voyez déjà des pylônes de béton. On va revoir l'image peut-être. Voilà, on la voit l'image effectivement. Donc ces pylônes de béton, c'est quoi? C'est du calcaire, c'est une fabrication d'écosystèmes fossiles. Ça a été fabriqué par des micro-organismes marins pendant 160 millions d'années, à l'époque des dinosaures à peu près. Donc c'est un capital dans lequel on puise aujourd'hui. Vous voyez aussi des pylônes, de l'acier, des câbles, puis tout ce béton est armé d'acier aussi. Cet acier, c'est aussi une fabrication de systèmes vivants, c'est en tout cas une transformation, puisque c'est à partir du fer qui a été concentré par des bactéries dans des océans extrêmement anciens qu'on arrive à transformer et fabriquer cet acier. Enfin, cette énergie grise qu'on voit, c'est effectivement du pétrole. Et ça, c'est un cadeau d'écosystème du passé aussi, qui a été fabriqué il y a 300-400 millions d'années. Et ce pétrole, il se retrouve embarqué finalement dans tout ça, puisqu'il a fallu beaucoup d'énergie pour fabriquer ce béton, pour fabriquer le viaduc de Millau, etc. Donc cette énergie, elle est embarquée, elle est embedded, comme diraient les anglo-saxons, c'est vraiment de l'énergie grise, voilà, cachée, masquée, mais qui est à l'intérieur du viaduc. Et puis enfin, l'élément renouvelable dans tout ça, c'est la créativité, c'est le génie humain. Il a fallu le travail de l'architecte, des ingénieurs, des ouvriers spécialisés qui ont conçu et construit le viaduc de Millau. Aujourd'hui, on va regarder une carte du monde qui est assez intéressante, parce que c'est une carte du monde vue la nuit, de satellite, où on voit un certain nombre de choses que vous allez nous commenter, parce que cette carte comme ça, elle apparaît assez difficile à interpréter. Et pourtant, les choses sont relativement simples et montrent bien que l'énergie est assez mal répartie dans le monde aujourd'hui. Elle est mal répartie et son usage est mal réparti aussi. Et c'est une manière de prendre du recul. Vous parliez du débat tout à l'heure sur l'énergie et je pense que souvent le débat est mal posé parce qu'on ne prend pas le recul. Là, on a l'occasion de le prendre, ce recul, à travers cette carte. Et voilà, nous sommes un petit bonhomme dans un satellite et nous voyons ceci la nuit. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit des grandes taches jaunes un peu partout. Mais pas tout à fait partout, mais on les voit effectivement dans les endroits... Surtout sur l'hémisphère nord. Voilà, hémisphère nord, industrialisé, urbanisé pour l'essentiel. Alors certains me disent, mais c'est la densité de population. Non, c'est la densité de population aisée ou riche, comme nous sommes nous. Mais vous avez des continents entiers qui sont plongés dans le noir. Or, il y a beaucoup d'hommes qui vivent... En fait, c'est l'éclairage urbain qu'on va C'est l'éclairage urbain, c'est dans les pays comme le Benelux, par exemple, les autoroutes, etc. Vous regardez le Japon sur la carte aussi, tout à l'extrémité de la carte. Le Japon est quasiment entièrement éclairé en jaune, donc c'est un pays qui est très dense. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet âge jaune, donc c'est de l'électricité. Et cette électricité, on l'oublie souvent, c'est pas une énergie primaire, c'est une énergie qui est fabriquée à partir d'autres ressources. Et les ressources à partir desquelles on fabrique cette énergie, ce sont du pétrole, du charbon pour l'essentiel, du gaz,
un petit peu de nucléaire, 5-6% au plan mondial, ce qui n'est pas le cas de la France, bien sûr, mais au niveau mondial, l'image n'est pas la même. Et puis après, il y a les renouvelables, donc l'hydraulique pour l'essentiel, et puis un petit peu de biomasse, et un tout petit peu de renouvelable, au sens où on l'entend généralement, solaire et éolien. Et donc si on retrouve la carte, on va voir qu'il y a des zones à côté des zones, enfin pas à côté justement, mais au-delà donc de ces zones dorées, il y a des zones rouges. Alors c'est quoi ces taches rouges qu'on voit? C'est très intéressant ces taches rouges, parce qu'effectivement de notre satellite on voit ça, et ce sont en fait les torchères des champs de pétrole ou des champs de gaz. Et quand on regarde effectivement leur répartition, c'est très mal réparti. Vous en avez un petit peu en Afrique du Nord, en Libye, en Algérie notamment, avec le gaz. Vous en avez beaucoup en Arabie Saoudite, vous en avez en Sibérie, vous avez en Iran, en Irak bien sûr, vous en avez un peu en Indonésie, un petit peu en mer du Nord, on voit aussi le Venezuela par exemple. Donc on voit des zones extrêmement intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces réserves sont très mal réparties, et surtout que les lieux de production ne sont pas les lieux de consommation. Donc ça met en lumière quelques tensions géopolitiques qu'on peut traverser en ce moment, et on arrive à un petit peu mieux comprendre la vision de cette carte, ce qui peut se passer. Alors on voit sur cette carte aussi d'autres éléments comme les forêts qui brûlent, mais qui brûlent non pas accidentellement, parce que c'est l'homme qui déforeste en fait. Oui, tout à fait. Donc on a 3 petites taches violettes, enfin 2 grosses et une plus petite, effectivement. Donc Afrique, Amazonie et puis Indonésie, c'est de la forêt primaire, de la forêt tropicale qui brûle, parce qu'on va gagner de la place sur la forêt pour l'agriculture. Mais justement, cette agriculture, c'est intéressant, de plus en plus souvent, c'est pour produire des agrocarburants, pour faire des oléagineux, des colzas, des huiles de palme, etc. Et on se dit, après tout ça, on peut faire tourner un moteur diesel avec. Donc pourquoi on ne remplacerait pas le pétrole par des agrocarburants? Évidemment, la réponse n'est pas si simple que ça. Tout à l'heure, vous nous disiez, ce qui n'est pas forcément non plus évident pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces questions quotidiennement, que bon, le calcaire, le fer, tout ça, c'est des ressources naturelles. Enfin, nous, on appelle ça des matières premières, mais c'est des matières premières venues, issues de la nature. Oui, tout à fait. Alors quand on dit la nature, moi je préfère parler de la biosphère ou de la biodiversité, mais c'est pareil finalement, c'est un tissu vivant qui a fabriqué ça, et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à fabriquer des richesses. Simplement, ce tissu vivant fabrique des richesses à un rythme qui n'est pas du tout celui auquel on le consomme nous. Et le cas du pétrole est exemplaire. On a des réserves qui ont mis 400 millions d'années à être fabriquées par les écosystèmes. Et puis aujourd'hui, en 5 générations, depuis la première révolution industrielle, 1840-1860 à peu près, on estime qu'on a consommé la moitié des réserves de pétrole liquide, conventionnel. Donc vous voyez le décalage, 400 millions d'années contre 150 ans pour utiliser la moitié des réserves. Voilà. Et cette consommation de pétrole, si on raisonne sur l'histoire de l'humanité, elle est quand même pas très très importante. Ça représente juste un petit temps dans l'histoire de l'humanité. Nous le vivons nous, vous, moi, nos parents, peut-être nos enfants, mais on n'a pas consommé autant d'énergie que ça dans toutes les phases de l'humanité. Oui, évidemment, on a tendance à voir avec une grande intensité cette histoire de pétrole et à se dire oh là là, la fin du pétrole c'est une catastrophe, etc. Oui, évidemment, cette étude c'est très embêtant pour notre génération à nous, qui est celle qui se situe finalement au sommet de la courbe en cloche de production mondiale de pétrole. Mais quand on prend un petit peu de recul, si au lieu de tracer la courbe d'extraction du pétrole, comme on le fait d'habitude d'ailleurs à partir de 1860, si on le faisait à partir de, je sais pas, mettons moins 8000 ans avant notre ère, donc l'invention de l'agriculture, eh ben on aurait une courbe qui serait totalement plate pendant 8000 ans, puis tout d'un coup on aurait une sorte de pic, et puis après la courbe serait de nouveau complètement plate. Donc dans l'histoire de l'humanité, mais pendant au moins 8000 ans depuis l'invention de l'agriculture, nous avons vécu sans pétrole. Et il va falloir se faire à l'idée qu'un jour nous vivrons sans pétrole. À qui s'adressent les recherches d'Inspire en fait? Vous travaillez avec qui? Pour qui? Qu'est-ce qui s'intéresse à vos travaux? Des entreprises, des institutions, des collectivités? Alors oui, le principal public auquel on s'adresse, c'est effectivement celui de l'entrepreneur, celui de l'entreprise, la PME en particulier, celui des réseaux d'entreprises aussi, des clusters ou des PRIDES, comme on dit en région, mais aussi celui des collectivités territoriales, des mairies, des agglomérations. Ce sont toutes ces entités qui vont devoir affronter finalement la transition énergétique à laquelle on est placé, enfin face à laquelle on est placé aujourd'hui. Et notre position, c'est de dire voilà, on n'a pas de recette miracle, mais on a quelques grilles de lecture qui nous permettent d'anticiper cette transition et quelques pistes d'action qui sont extrêmement intéressantes, qui nous permettent de dire voilà, vous allez pouvoir augmenter demain radicalement la productivité des ressources naturelles, la productivité de l'énergie. On a su le faire pour le travail. La révolution industrielle est un bon exemple. On a su augmenter d'un facteur 200 à 300, même peut-être, la productivité d'un seul travailleur, d'un ouvrier dans une usine. Notre idée, c'est de dire, voilà, à partir de la même quantité de pétrole, on va tirer peut-être 200, 300 fois plus de ressources. Alors évidemment, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. C'est toute une préparation, c'est un processus, mais c'est un processus qui, si on veut le réussir, il faut l'attaquer maintenant et sereinement. Pas effectivement dans des débats un peu stériles comme on a parfois. L'idée comme quoi l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est pas quand même un peu facile ce genre d'argument aujourd'hui, ça peut tenir?
Oui, ça tient complètement. Enfin, c'est un argument que je ne cite pas, moi, pour ma part avancée. L'énergie qu'on ne consomme pas, c'est d'abord celle qui a le moins d'impact environnementaux, c'est celle qui crée le plus d'emplois, et j'ai fait ce qu'il fallait absolument pas faire. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Ça montre qu'en effet, on est dépendant de ce genre de petites choses, mais c'est pas grave. Donc on va quand même lui demander de se taire. Oui, voilà. S'il veut bien. Voilà. Et donc, oui, c'est celle qui créera le plus d'emplois, c'est celle qui aura le moins d'impact environnemental. C'est vrai que c'est celle qui coûte le moins cher. Il y a une phase d'investissement. Oui. Et au départ, effectivement, isoler les bâtiments, organiser autrement les transports, organiser autrement la production, c'est un investissement lourd. Mais si on regarde après les coûts de fonctionnement, c'est sur cette deuxième phase, lors de l'exploitation des bâtiments ou lors de la production, de l'utilisation de ces processus industriels qu'on aura optimisés, qu'on va finalement gagner beaucoup d'argent. Ouais. Alors, puisqu'on en était à ces petits appareils qu'on a tous dans nos poches, là, il y a quand même un certain nombre de métaux rares qu'on risque vraiment de ne plus trouver dans quelques années. Donc, on va se débrouiller comment? Est-ce qu'on va pouvoir faire fonctionner autrement nos téléphones, par exemple? Alors, on va en tout cas devoir faire fonctionner autrement la manière dont on les produit, puisque vous l'avez évoqué, cette question des métaux rares. Quand on parle de pic de pétrole, d'épuisement des ressources fossiles, il n'y a pas que l'énergie, finalement. Ouais. Beaucoup de matières premières, de métaux, sont en voie d'épuisement. On parle parfois des terres rares, et elles sont bien nommées, parce qu'effectivement, elles sont extrêmement rares et extrêmement mal réparties à la surface de la Terre. Et aujourd'hui, ces terres rares, on estime parfois qu'il y en a plus dans les équipements électroniques en circulation, les GPS, les iPods, les téléphones, etc., que dans le sous-sol encore. Donc on a vraiment intérêt à recycler et à valoriser ce qui est aujourd'hui en circulation. Parfait. Alors, un mot pour terminer. Vous faites ça depuis Marseille, cette réflexion. C'est un handicap, un avantage, un choix personnel Alors c'est à la fois un choix personnel et c'est finalement un contexte qui est très favorable puisqu'on est dans une région où on vit à la fois un contexte social qui incite vraiment à agir. On a un tissu industriel qui est en pleine transition, qui est assez vulnérable finalement, qui n'est pas composé de très grandes entreprises, mais d'entreprises souvent qui subissent par la sous-traitance, etc. Et puis en même temps, on a un patrimoine naturel qui est absolument remarquable dans cette région. Donc le fait d'être ici finalement nous donne un petit laboratoire du développement durable sur lequel on peut travailler. Merci Emmanuel Delannoy et à très bientôt sur LCM.